Cette année, j'ai fait un gros changement, j'ai changé de comptable et j'ai choisi Number. Et je voulais te les recommander si t'es comme moi, freelance ou solopreneur en société. En fait, j'ai eu besoin de plus de services, par exemple quelqu'un qui s'occupe de mes déclarations de TVA. J'avais besoin de plus de conseils aussi pour optimiser ma rémunération, pour créer une holding, voilà, des conseils auxquels j'aurais pas forcément pensé toute seule. Et puis j'aime beaucoup la proximité que j'ai avec eux. Je change pas d'interlocuteur à chaque fois, j'ai le même comptable qui me suit, il connaît mon business, tout ça pour un super bon rapport qualité-prix. Donc si t'as besoin d'un comptable, contacte-les de ma part et t'auras même un cadeau comme ils sont partenaires du board. Allez, c'est parti pour l'épisode. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau solo show. J'étais en train de regarder si on était live, donc si vous êtes là dans les parages, faites-nous un petit signe et je vais vous présenter mon illustre invité du jour, Carlos Diaz. Salut Carlos, bienvenue au solo show. Salut Flavie. Comment ça va ? Ça faisait longtemps que je t'avais pas eu sur le podcast. Oui, c'est vrai, écoute, ça faisait longtemps qu'on s'était pas parlé tous les deux. Enfin, bon, on se parle en privé, mais ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvés tous les deux en live. Mais écoute, je suis ravi de commencer mon lundi avec toi, puisque pour moi, il est 8h du matin ici à SF, je commence cette semaine, et ben voilà, je la commence avec toi, c'est super, c'est top. Ouais, dur. Franchement, commencer avec un live, LinkedIn, YouTube et je sais pas quoi d'autre, encore Twitter, je crois, parce que maintenant, on est aussi en live sur Twitter. Oh my God. All over the world. Franchement, c'est dur. Et en tout cas, je te remercie d'être avec nous. Tu as tout ton fan club qui est là. Je les vois déjà dans les commentaires. Salut à tous. Bienvenue. Et si vous nous écoutez en replay, en podcast, vous pouvez aussi, bien sûr, nous contacter avec Carlos. On est là sur les réseaux sociaux. Alors aujourd'hui, au Solo Show, un profil un petit peu atypique, Carlos. Alors, je te redis le propos de ce nouveau format du board. Avec le Solo Show, j'ai envie d'explorer différentes façons d'être solopreneur parce que je trouve qu'il n'y a pas que la figure du freelance. Ouais. Il y a plein de façons d'être solopreneur. On va voir d'ailleurs si on peut vraiment te qualifier de solopreneur ou pas. Moi, j'ai choisi comme titre multi-entrepreneur et je trouve que voilà, dans ton parcours, il y a des choses super intéressantes qui vont plaire aux solopreneurs, qui vont plaire aux entrepreneurs plus classiques. Toi, tu te qualifies comment entrepreneur, tout simplement. Oui, moi je me qualifie comme entrepreneur. J'ai eu un moment, si tu regardes ma signature email, je marque portfolio entrepreneur que je trouve absolument naze. Mais j'ai essayé ce terme. Non, mais j'en sais rien. Je suis un peu provocateur quand je dis ça. Mais est-ce que je voulais dire par portfolio entrepreneur, c'est-à-dire que je construis un portefeuille de projets, quoi. C'est-à-dire en tant qu'entrepreneur. Donc, on pourrait dire multi-entrepreneur. Mais de façon synchrone, c'est-à-dire que ce que j'ai horreur, c'est le terme serial entrepreneur. Alors ça j'aime pas du tout parce que j'ai l'impression que ça fait un peu serial killer, quoi, en fait. Bah, c'est ce que j'allais dire. Ouais, c'est un peu. Où sont tes victimes ? Ouvre-nous la cave, Carlos. Oui, c'est ça. Où j'ai tous mes cadavres empilés, quoi. Non, oui, entrepreneur, multi-entrepreneur, on va dire. Ouais. Ok, écoute, ça me va. Un jour, tu me disais, on en parlait dans un de tes podcasts d'ailleurs, dans Silicon Carnet, que voilà, ta vie était faite de side aussi. Et ça m'a mis la puce à l'oreille. Je me suis dit, tiens, je vais peut-être t'inviter, Carlos, à venir parler dans le solo show parce que voilà, ça plaira à tous celles et ceux. J'en vois pas mal dans les commentaires qui sont là, qui ont plusieurs entreprises. Alors, je mets entreprise entre guillemets, ça peut être des projets personnes à cœur, et qui vont gérer ça de front. Serial Carlos. Voilà. Alors ça c'est pas c'est pas idiot dans le sens où je pense qu'il y a plusieurs facettes de Carlos et que on pourra parler de ça parce que j'ai un petit truc. Je sais pas si je devrais le révéler en fait, mais en fait j'ai plusieurs personnages et je me mets dans la peau et c'est très difficile de ne pas ramener le boulot à la maison. Et donc en fait je me suis créé des personnages. Alors il y en a un que tout le monde connaît, c'est le gringo dans Silicon Carnet, qui a un nom, etc. Mais en fait moi en tant que fondateur par exemple de Uncut ou investisseur auprès de Diaspora Ventures, j'ai aussi des personnages avec des personas et une certaine personnalité avec même, je leur ai même donné un nom. Je vous le dirai pas parce que quel est le nom de chacun. Mais oui, il y a plusieurs Carlos en fait, c'est vrai. Et en fait, j'utilise ces différents archétypes
parce que l'investisseur n'est pas la même personnalité que l'entrepreneur, qui n'est pas la même Ouais. personnalité non plus que le Je pense que podcasteur, l'investisseur, etc. il doit être moins sympa que le podcasteur, non? Enfin bon, tu vas nous révéler tes tricks Ils sont tous sympas, mais ils tout sont à tous l'heure. sympas, mais ils sont différents. Ils ont pas le Écoute, même. avant qu'on commence, en tout cas, qu'on rentre dans le vif du sujet, je voulais redonner un petit peu le plan de vol, même si évidemment, ça va être beaucoup freestyle, parce qu'on se connaît bien, on a déjà pas mal fait de podcasts ensemble, donc c'est ça qui Ouais. est rigolo aussi, je pense qu'on t'attend là-dessus. Alors, si jamais vous venez pour le fan club de Carlos et que vous dites, mais c'est qui celle-là qui lui tient le crachoir à 8h du mat ASF? Donc moi, je suis Flavie, j'ai créé le board. Un podcast quotidien pour vous aider à gérer votre entreprise en solo et donc à entreprendre en solo. C'est un nouveau format dans lequel je crois pas mal. Moi, je suis une ancienne manager cadre dirigeante en grand groupe et j'adorais ma vie d'avant. Mais il faut dire que manager 600 personnes, passer sa vie à manager, à gérer des problèmes et tout, c'était moins créatif, moins libre que cette vie de solopreneur. Donc, je pense qu'on peut L'enfer, trouver c'est un les certain... autres, comme disait Sartre. Voilà. Les autres que je salue, je vous aime bien, c'est pas vous qui m'avez dégoûté. Mais en tout cas, voilà, j'aime bien ce côté aussi créatif du solopreneur et ça n'empêche pas d'être bien entouré d'ailleurs, parce qu'on va le voir, il y a une vie en collectif, il y a plein de projets qu'on peut mener. Euh, j'ai un petit cadeau pour vous, puisque à la fin de ce live et de cet épisode, si vous nous écoutez, je vous révélerai le mot de passe qui vous permettra de récupérer un des 20 NFT collector gratuits de ce live et qui vous permettront de gagner quoi, Carlos? Alors, sur Silicon Carnet, on a une carte de membre qui s'appelle Aficionados, qui vous permet d'accéder au groupe Telegram avec tous les auditeurs de Silicon Carnet. Et il y a des conversations déchaînées et passionnantes tous les jours. Et puis il y a aussi tout un tas d'événements qu'on organise autour de Silicon Carnet, de l'Hacienda et plein de choses qui se passent. C'est une carte de membre pour le podcast Silicon Carnet qui coûte environ $50. Et donc on a décidé ensemble, sous la menace de Flavie, de donner trois, c'est avec grand plaisir bien évidemment, 3 cartes de membres aficionados de Silicon Carnet. Et donc on va faire un tirage au sort, c'est-à-dire que parmi les 20, puisque je pense que ton NFT il est gratuit, c'est ça ce que tu Oui. disais, parmi les 20 qui vont récupérer ce NFT de cette émission, on fera un tirage au sort, il y en aura 3 qui se verront airdropper. Formidable, vous verrez, ça ne fait pas mal, qui recevront gratuitement, c'est ça ce que ça veut dire, dans leur wallet directement, la carte de membre aficionados de Silicon Carnet, et vous aurez les portes de l'Hacienda qui s'ouvriront, et vous pourrez nous rejoindre. Eh ben voilà, super. Et si vous ne connaissez pas encore tout cet univers, c'est l'occasion de découvrir. C'est facile. On a tous commencé comme ça. D'ailleurs, avec toi, moi, je crois que c'était un de mes premiers NFT. Ouais. On va en parler parce que ça fait partie des questions que j'ai reçues pour toi et aussi cet aspect gestion de communauté que tu explores avec au moins 2 de tes projets, peut-être même 3. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors, le solo show aussi, je l'ai créé dans l'optique de tout ce que je théorise sur le travail du solopreneur et les différents piliers. D'ailleurs, pour la petite histoire, c'est quand j'étais passée sur Silicon Carnet sur l'épisode Hyper Freelancing, j'avais commencé à parler un peu plus de ça. J'avais reçu énormément de messages dans la foulée, donc je me suis dit, tiens, il y a quand même quelque chose, il y a peut-être un angle mort, les gens ne parlent pas trop de ça. Ouais. Donc, juste pour vous réexpliquer le vocabulaire et le lexique que je vais utiliser dans ce live, moi, je considère qu'il y a un peu 4 piliers phares pour asseoir une activité de solopreneur, donc l'expertise, donc le conseil, le freelancing que vous faites, le média, donc le solo média, c'est-à-dire la newsletter, le podcast, on va parler de Silicon Carnet tout à l'heure, les produits, la façon dont vous arrivez à productiviser votre matière grise. Voilà, votre offre aussi pour pas faire que de la vente du temps. Donc ça, c'est développer des produits, enfin des revenus asynchrones. Et enfin, la communauté, arriver à avoir une communauté qui soutienne votre média, votre vente de produits, votre crédibilité ou qui vous soutiennent vous aussi parce que c'est pas évident, la vie de solopreneur. Donc on va voir aussi quel est ce soutien collectif. Alors, j'adore. Ah oui, il faut que tu parles de ça. J'étais très déçue, mais du coup, c'est la petite annonce pub avant de faire ce live. Il me reste une place. Oh, excellent. Mais je suis super content qu'il reste qu'une place parce que je me disais, c'est pas possible, ce truc est absolument génialissime. Je veux faire la même chose avec Silicon Carnet. Je vais tout piquer. Hein. Tu peux tout piquer. Eh ben, c'était bien relou le côté événementiel en fait de l'organisation. Mais à part ça, le concept est fun. On est 10 solopreneurs. Donc là, ça y est, on est 10. Wow. Il nous reste une chambre, donc on pourrait potentiellement être 11 ou 12. Et peut-être une place en dortoir, je crois. Et donc voilà, on organise entre 2 solopreneurs avec Marion et moi un séjour surf, yoga, coworking pour solopreneurs pendant 3 jours, 3 nuits dans les Landes, mi-avril.
Et C'est ça va être trop génial. cool. C'est vrai qu'une copine freelance m'a dit sur LinkedIn ce matin, Pauline, je la salue si elle nous regarde, c'est pas évident, tu es en train d'évangéliser un nouveau truc qui est le concept de retraite business. Et Mm. apparemment, en France, ça existe peut-être pas trop, mais peut-être que dans la Silicon Valley, Ah, aux US, c'est déjà méga tendance. c'est très très courant comme truc. C'est absolument. Mais en fait, au-delà du voyage, c'est surtout une formidable opportunité pour rencontrer et créer des relations avec des gens qui vont être absolument exceptionnels. Je pense que quand tu as passé ces quelques jours ensemble et que tu as vécu une expérience, c'est ça. Ça crée des liens et donc du business. Les liens, c'est du business. Donc forcément. Et voilà, en tout Plus cas, tu moi, vends je pas cher, racontais. hein, vraiment, très honnêtement, le retour sur business, il va être énorme. Ouais. Je crois que c'est quoi les prix? C'est 600 euros, je Ouais, crois. là, ça doit être 600 $, ouais, pour 3 nuits, tout compris, plus la bouffe et tout, et les activités. Ouais, Donc, ouais, c'est rien du tout. franchement, ça va. Ouais, c'est vraiment Voilà. bien. Bon, donc je suis prête pour ta future retraite Silicon Carnet et Ah ouais, ouais. je te tiendrai au courant. Donc voilà. En tout cas, on peut commencer peut-être si tu veux, Carlos, par Mhm. quand même un peu rentrer dans le capot parce que ça intéresse les solopreneurs qui sont là, les entrepreneurs même. Quel est ton business model? Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu quelles sont tes différentes activités? Comment tu gagnes de l'argent? Qu'est-ce qui te prend combien de temps? C'est quoi ton portfolio en fait? Ouais, ouais. Comment je gagne ma vie? Alors j'ai trois activités. J'ai l'habitude de dire, en fait, c'est ça. J'ai aujourd'hui trois activités essentielles. Je donne souvent cet ordre-là. Ma première activité, c'est entrepreneur. C'est certainement celle qui me prend le plus de temps. J'ai fondé une startup qui s'appelle Uncut.network, qui vise à utiliser la blockchain, les NFT pour créer des communautés qui soient complètement indépendantes. Et donc ça, c'est, j'ai envie de dire, celle qui utilise le plus de mon temps aujourd'hui. Ensuite, j'ai une autre activité qui est une activité d'investisseur, puisque j'ai créé mon propre fonds d'investissement avec un groupe d'entrepreneurs qui s'appelle Diaspora Ventures, diaspora.vc, VC, si en français, qui utilise aussi pas mal de mon temps, mais beaucoup moins que celle de l'entrepreneur. J'expliquerai pourquoi et comment ça Mm. fonctionne. Et enfin, j'ai une troisième activité qui est celle de podcaster avec Silicon Carnet. Le podcast, ça me prend à peu près 10 à 12 heures par semaine. Donc c'est pas mal, hein, tu vois. Quand Je même. dirais que mon activité d'entrepreneur me prend à peu près 40 à 50 heures par semaine. Je dirais que mon activité d'investisseur me prend 15 heures par semaine à peu près et Silicon Carnet à peu près 10 heures, quoi, en fait, quoi. Ok. Ouais, donc déjà, on n'est pas dans le you can have it all en bossant 5 heures par jour, clairement. Ah non, 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 j'y arrive pas du tout. Moi, la semaine de 4 heures, j'en rêve. La semaine de 4 jours, j'en rêve. Ou la semaine de, je sais plus, de 4 heures, comme disait Mm. Tim Ferriss. J'y suis pas arrivé. Non, non, j'ai un rythme de travail qui est... je ne dis pas que ce soit le rythme qu'il faut adopter. Hein. C'est peut-être que je suis très mauvais. Hein. Mais moi, je travaille... On pourra parler, hein, si tu veux, de mon rythme de journalier est très particulier aussi. Aussi parce que je suis en décalage avec les gens avec qui je travaille, Mm. horaire, mais je commence généralement vers 7h30 du matin, ici à San Francisco, et je termine vers 2h du matin. Ok. Donc, mais après, je travaille pas, dans la journée, j'ai des trous, je me suis créé des trous pour moi, quoi, en fait, pour d'autres choses. Ok. Donc c'est pas du non-stop 8h, 2h du mat, quoi, en fait. C'est pas Non, comme non, ça. mais ça, Mais j'ai une amplitude, une plage horaire de travail qui est très importante. non, mais on va en parler bien sûr parce que la partie organisation nous passionne et je sais pas si on arrivera un jour à trouver le truc magique, évidemment que non, mais en gros, voilà, déjà, ça casse un premier mythe qui est on peut être solopreneur engagé sur plusieurs types d'entreprises et bosser Et autant continuer que à si... bosser 40 heures par semaine, ouais, ou bon, 35. je, Non, je ça, pense ça que ça marche. déborde. Forcément, ça dépasse un petit peu. Après, Alors, économiquement, ouais. si tu me poses la question sur le modèle économique, je peux être transparent, hein, aussi. Alors, c'est particulier parce que j'ai pas des rémunérations qui sont mensuelles. Sur Uncut, je dois gagner à peu près $10 000 par mois, ce qui est rien ici dans la Silicon Valley. Hein, c'est-à-dire Hmm. que mon loyer, c'est presque 10 000, c'est presque ça, quoi. Tu vois, c'est presque Ok. $10 000 par mois. Donc, ça paye à peu près mon loyer. Donc, il faut comparer aussi Ouais, le ouais, coût ouais, de t'as la vie raison. dans la entre le coût de la vie de Paris et San Francisco, c'est à peu près 1 fois 2 fois 3, quoi, en fait. Hein. Donc, Ok. voilà.
Euh, Mon activité d'investisseur me rapporte beaucoup moins parce qu'en fait, je touche des management fees pour gérer cet argent et investir cet argent. Mais ça doit me rapporter à peu près, oui, à peu près pareil, à peu près 10 000 dollars par mois, à peu près aussi. Et Silicon Carnet, ça me rapporte rien du tout, quoi. En fait, c'est, enfin, maintenant, je commence à gagner un peu d'argent avec les NFT. Là, j'en suis à peu près à 25 000 dollars depuis 10 mois, quoi, à peu près. Ok. Mais il y a une grande partie qui est partagée avec la communauté, donc Quand c'est tu pas dis une pour grande moi, quoi, en partie, fait, c'est quoi. combien? Parce que comme pour les gens qui sont pas 45%. 45%. 45% des revenus. Il y a 30% qui revient dans un... En fait, chaque fois que vous achetez un NFT de Silicon Carnet, 30% tombe dans un wallet communautaire. Aujourd'hui, je pense qu'on a à peu près 10 000 dollars sur ce wallet-là, qui m'appartient pas à moi, qui appartient à l'Hacienda, cette communauté. Donc, si vous avez l'Aficionados, vous allez faire partie de ça. Donc, c'est une cagnotte qu'on accumule. On verra ce qu'on en fera. On décidera ensemble de ce qu'on fera de cette cagnotte. Et puis ensuite, j'ai mes socios, c'est mes coproducteurs, qui sont des 50 personnes dont je crois que tu fais partie, de la communauté, qui m'aident à faire la saison en cours de Silicon Carnet et qui touchent passivement et indirectement 25% de la vente des NFT de Silicon Carnet. Donc, il me reste 45% de cet argent-là pour moi. En fait. Ok. Bon, je vois que tu mentionnes pas l'énorme montant de fric qu'on s'est fait en faisant la soirée ensemble, le board Picante. Ah, d'ailleurs, il faut que je me rembourse, oui, parce que c'est moi qui ai payé. Oui, Oui, non, mais pas ça, du c'était tout. trop fun. C'est pour vous dire aussi que des fois, on parle de NFT, de ça, on parle de montants, des fois dérisoires, parce qu'on avait fait une petite soirée ensemble pour faire réunir des C'était gens dans la génial, vraie d'ailleurs. vie de nos deux communautés, qui était hyper cool. Et on avait vendu des NFT à 15 dollars et on avait mis 60% des fonds, je crois, pour payer des coûts, des cocktails et tout ça pendant la soirée. Donc, Qu'on a voilà. dépensé, qu'on a picolé, quoi, en fait. Voilà. Donc, on est payé en nature, en bulle. Voilà. Un petit commentaire sur ce business mix et aussi pour les entrepreneurs qui nous écoutent. Qu'est-ce que tu en penses de ce mix entre le temps passé et l'argent gagné, la rentabilité de chacun de tes projets, peut-être la rentabilité indirecte aussi, les gains indirects. Ce serait quoi ton commentaire sur ce business model? Euh, alors, écoute, il y a un truc qui est très important que j'ai compris déjà depuis un petit bout de temps, c'est que tu ne deviens riche que en créant du capital, pas du salaire. Ah, euh, et donc, ce qu'il faut, c'est construire. Il y a deux choses que je construis quand tu regardes mon. D'ailleurs, dans la Silicon Valley, tout le monde a compris ça, quoi, en fait. C'est-à-dire que le salaire sert à payer les factures. Et donc, comme moi, j'arrive avec mes salaires, mes différents salaires, à peu près à payer les factures, à peu près, hein. Parce que j'ai des enfants et que l'école coûte un bras ici. Une scolarité de ma fille en première me coûte 42 000 dollars par an, en fait, de scolarité. Ok, dans un lycée français ici à San Francisco. Donc ça coûte très très cher. Donc mes salaires, j'essaye de faire en sorte que mes salaires couvrent mes charges courantes. C'est ça mon objectif. Mais la création de ma richesse, j'ai envie de dire, elle se fait pas à travers le salaire. On ne devient pas riche par le salaire, on devient riche par la capitalisation en fait de ce que l'on fait. Il y a trois façons de capitaliser. Soit tu crées des boîtes, et donc tu crées un capital, et donc tu es actionnaire de ces boîtes-là, et si ces boîtes marchent, bah, tu gagnes de l'argent par la revente, l'introduction en bourse de tes boîtes, ce que j'ai eu la chance de faire par le passé, ce qui m'a enrichi. Soit la deuxième façon, c'est d'investir dans les startups des autres. C'est ce que je fais avec Diaspora Venture. Je capitalise quelque part. Je touche des management fees, mais ça paye grosso modo mes charges pour faire le travail que je fais. Ma plus-value, elle va être sur ce qu'on appelle le carry en tant qu'investisseur, c'est-à-dire que je vais toucher, s'il y a une réussite des startups dans lesquelles j'ai investi, 20% de la plus-value que j'aurais créée pour les gens qui ont investi avec moi. C'est ça qui va potentiellement me rendre riche, quoi, en fait. C'est cette plus-value sur le capital. Et puis, il y a la troisième façon de capitaliser, c'est de prendre du stock option.
C'est-à-dire que tu n'es pas obligé de créer une boîte, tu n'es pas obligé d'investir, parce que peut-être que tu n'as pas aussi non plus l'argent pour investir, mais tu peux rejoindre une startup, ce que font énormément les gens dans la Silicon Valley. Personne ne viendrait jamais à l'idée de quelqu'un de rejoindre une startup sans prendre des stock options dans la Silicon Valley. C'est absolument impensable. Pourquoi ? Parce que c'est la seule façon de devenir riche. Le coût de la vie est tel à San Francisco que tout le monde sait que le salaire, même s'il est très important, quand on le regarde extérieurement, on se dit ces gens gagnent 250 000, 300 000 balles par an. Non, mais la ville de San Francisco et l'État de Californie, de façon générale, est optimisé pour prendre toute ta thune. Donc, il te restera rien. Donc, qu'est-ce que tu en as à faire de gagner 300 000 balles si à la fin du mois, tu as zéro ? Ça change pas grand-chose. Tu vois. D'ailleurs, un petit commentaire. Ils gagnent combien les freelances que tu vois là-bas ? Et qu'est-ce que ça peut nous inspirer pour ceux qui font du freelancing en Europe ? Vous avez un boulevard parce que les freelances de San Francisco sont obligés de facturer un taux horaire qui est absolument colossal parce que leur niveau, leur coût de leur vie est très important. Donc du coup, si je reprends tes piliers, ils sont obligés de développer aussi une expertise très très particulière. Ils sont obligés de mettre en stéroïde tous les piliers que tu as dit là avant pour justifier ce prix qu'ils ont, qui doit être de l'ordre je dirais à peu près $100 de l'heure, quoi, à peu près. C'est ça un freelance. Mais c'est pas l'expertise parce qu'aujourd'hui, les freelances, tu les trouves sur des plateformes partout. Donc, il faut qu'ils aillent développer une expertise très, 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 très particulière. Okay. Bon exemple que tu es en train de voir aujourd'hui et que tu connais bien, c'est celui de Guillaume Dumortier, par exemple, qui est un freelanceur basé à San Francisco dans la Silicon Valley. Ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, à essayer de monter et de productiser en fait des prompts marketing, c'est quelque chose de super unique. Ça va pas durer ad vitam aeternam, mais là, tu vois, il a une expertise très très particulière qui marche très très bien d'ailleurs. Ce qu'il est en train de faire est absolument génial. Voilà, ils sont très très créatifs parce qu'ils sont dans un univers ultra concurrentiel qui font que ils sont tellement chers qu'il faut qu'ils soient uniques, quoi, tu vois, dans leur expertise. Mais super intéressant, ces notions de monopole personnel aussi qui viennent des US pour les freelances, de combinatoire entre ton solo média, ton expertise, ta communauté qui fait preuve sociale et qu'on essaye de développer. Et moi, je sais que dans l'accélérateur, tu vois, on développe beaucoup la notion de pivot fertile, aussi savoir repérer les niches de marché qui vont être particulièrement hot, donc avec beaucoup de croissance, beaucoup de demandes, et pour pouvoir pivoter un peu là-dessus. Ouais. Et tu vois, dernière en date, là, je regardais, parce que j'ai fait une formation pour LinkedIn Learning sur le côté partenariat, partnership, qui est une fonction très connue des startups aux US, mais pas trop en France. Ouais. Et je vois que tout ce qui est écosystème-led growth, tout ce sujet-là, c'est un sujet chaud des sales dont on parle peu encore en France. Donc moi, je me disais, tiens, entre le Web3, les partenariats, mon passif de Head of Sales, je pense que je vais vraiment plutôt investir sur cette expertise-là, quoi. Absolument. C'est-à-dire à partir du moment où tu es c'est pas forcément, c'est intéressant ce que tu dis, c'est pas être super intelligent, super smart, mais c'est peut-être effectivement, ce qu'il est d'ailleurs être super smart, c'est d'identifier des terrains qui sont vierges, un peu blue ocean, pour se positionner sur ces terrains-là avant les autres, et aussi savoir aussi lâcher ces terrains-là quand ils commencent à être déjà exploités par les autres, quoi. Ouais. Et du coup, pour la petite blague, pour le séjour surf, on va faire un atelier freelance océan rouge. Donc, comment survivre dans un océan de concurrence ? Ouais, évidemment, il fallait que je trouve un thème maritime. Ouais. Tu me absolument. Et c'est ouais. Non, mais alors après, il y a pas mal de freelances ici qui utilisent d'autres freelances. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de mise en abîme du freelance. C'est-à-dire qu'en gros, tu bosses pour eux parce que tu as l'impression que tu as l'expertise de Flavie et tu bénéficies de son aura, de son média, de machin, des trucs comme ça. Mais en fait, tu as une armée de freelance derrière qui sont managés par Flavie ou par, tu vois, par cette figure iconique. Et en fait, tu le sais pas, quoi. En fait, quoi. Donc voilà. Ça, c'est un autre modèle. Hein. Moi, je suis plus sur le modèle du collectif que du modèle de l'agence, tout simplement par mon passif de manager où j'ai pas envie de refaire ça. Mais voilà. Alors, dis-moi, Carlos, on avance un petit peu dans le business model. Quel a été ton point de bascule ? À quel moment tu t'es dit tiens, alors je sais pas moi, qu'est-ce qui a commencé en premier ? Tiens, il faut que je fasse un podcast, ça va être important de devenir un média. Ou bien au contraire, tiens, il faut que je recrée une start-up
ou au contraire, tiens, je vais investir en parallèle de mes startups parce que c'est comme ça que je vais avoir un certain niveau de risque qui me rapportera gros si ça marche. Raconte-moi un petit peu comment Ouais. tu as aménagé ce portfolio et quels ont été un peu les momentum. Alors, il y a eu plusieurs points de bascule, j'ai envie de dire. Il y a eu le premier, de façon chronologique, le premier point de bascule, c'est quand je suis parti dans la Silicon Valley, c'est-à-dire en 2010, que je me suis installé dans la Silicon Valley. Là, j'ai compris un modèle entrepreneurial où tout d'un coup, je n'étais plus quelque chose d'original, mais j'étais devenu quelque chose de très très banal. Et je me suis retrouvé autour de gens où finalement ce que je faisais était d'une banalité assez déplorable. Donc ça a été un premier point de bascule. Le deuxième point de bascule, c'est de comprendre ce que je vous disais tout à l'heure, c'est cette nécessité absolue de créer de l'equity et pas de créer du salaire. Ça, je l'ai appris dans la Silicon Valley, mais ça m'a mis 4-5 ans en fait à le comprendre. Et donc je me suis dit tout d'un coup, à partir de ce moment-là, je me suis dit, ok, c'est pas du travail, c'est du capital qu'il faut que je crée en fait. Et le travail doit me permettre de créer du capital. Ce qui est, si je puis me permettre, Ouais. parenthèse, compliqué pour un freelance ou un indépendant. Enfin, tu vois ce Mmh. que je veux dire? Comment ou alors comment tu le verrais Encore une fois, il y a 3 façons de créer du capital. Soit tu montes ta boîte, soit tu investis dans le projet des autres, ou soit tu Ouais. prends des stock options. Un freelancer peut très bien, et moi j'ai j'en ai sur Uncut par exemple comme ça, qui me prennent que de l'equity, OK. prennent des stocks dans ma boîte quoi, en fait, quoi. Et donc ils sont quelque part des sortes de consultants pour ma boîte. Et ils ont un intérêt. Ça peut être aussi un mix des deux. Moi, j'ai Mmh. des gens qui ne prennent que du cash chez moi, parce que peut-être parce que moi, j'ai pas envie de leur donner d'equity. L'equity, c'est quand même quelque chose de super précieux. 100%, il n'y a pas 101%. Hein. Donc, tous les pourcentages ou les micro-pourcentages que tu donnes, ils sont précieux. Euh, donc, il y a des freelances qui sont tellement bons, qui sont tellement en phase, tellement alignés avec toi ou avec ton projet, qui sont dans une euh, possibilité de dire écoute, je peux te facturer 5000 balles, mais ce que je te propose, c'est t'en facturer 3000. Et par contre, les 2000 qui restent, j'aimerais bien les capitaliser. Mmh. Et donc, est-ce que tu peux me donner les stock options de ta boîte que j'accrue au fur et à mesure des mois? Donc, il y a une période de vesting, et plus je travaille avec toi, et plus j'ai des parts en fait dans ta boîte. Moi, je vois beaucoup. Donc, il y a des freelanceurs qui font ça et qui OK. capitalisent et qui tout d'un coup se créent un portefeuille d'actions dans plusieurs Super boîtes intéressant. dans lesquelles ils participent. Donc ça, c'était un deuxième point de bascule, c'est comprendre qu'il fallait fabriquer du capital. Et le troisième point de bascule, ça a été le Covid, quoi. Ça, c'est évident, quoi. C'est-à-dire que là, je me suis dit, le remote, le fait d'avoir aussi plus de temps, de créer aussi cet avènement du metaverse, dans le sens où metaverse, c'est pas, je parle pas de The Sandbox ou de Decentraland, mais vraiment de cet univers online où tout est proche, everything everywhere all at once, quoi. Grosso modo, ça pourrait être une bonne définition du metaverse. Euh, m'a permis de découvrir que j'avais un potentiel. Euh, J'avais toujours une activité. Silicon Carnet était toujours, et cette activité de podcast, ça fait maintenant 4 ans que je fais ça, euh, était toujours là, même avant, avec mes précédentes activités. Donc je savais que je pouvais gérer comme ça Mmh. deux projets. J'ai fait qu'en rajouter un autre. Hein. J'étais déjà investisseur avec The Refiners, avec mes copains Géraldine Lemer et Pierre Gobil. Ce programme s'est arrêté à cause du Covid. Parce qu'on faisait venir des startups dans la Silicon Valley, on pouvait plus faire venir de startups dans la Silicon Valley avec le Covid. Je me suis retrouvé un peu dans le bec dans l'eau. Pierre est rentré en France, Géraldine est partie à New York. Donc j'étais un peu tout seul. Et donc, j'ai voulu continuer à avoir cette activité d'investisseur. Donc, j'ai recréé un fonds Diaspora Venture sur la plateforme AngelList et qui m'a permis de continuer ça. Et je faisais déjà Silicon Carnet. Et c'est le temps du Covid qui m'a dit, et puis il y a eu le Web3, la blockchain, où je me suis dit, il faut absolument que je recrée une boîte là-dedans. Mais le Covid m'a expliqué que c'était possible à condition de s'organiser différemment. Alors maintenant, le Covid, il est plus tellement là. Et c'est ce qui est sort of a problem, quoi, en fait, parce que en fait, la social life revient.
Mmh. Et Et là, en fait, tu tu te as rends plus compte la que bande ta social passante? life, elle prend énormément de temps aussi, quoi, en fait. Donc, ça, j'avais pas du tout anticipé ce truc-là. Alors, Alors, juste pour te dire que ta douce voix berce des solopreneurs en train de travailler, et ça fait plaisir. Donc, ouais, merci Camille pour les petits commentaires. Alors justement, tu parles de social life qui intervient, donc on va revenir sur le sujet que tu as mis un petit peu sur le tapis, puisque bah, tout ça, ça prend du temps. ouais. C'est quoi l'organisation derrière le gringopreneur? Donc, comment tu fais pour combiner toutes tes casquettes? Est-ce qu'il y a différentes temporalités? J'ai l'impression que oui aussi, hein, dans tes business. Du coup, c'est ça qui peut être intéressant. Au vu du contexte actuel aussi, quand même, parlons-en un petit peu, comme tu es de plein pied là-bas aux US, levée de fonds, crise bancaire, etc. Est-ce que ça tord ton organisation? Si oui, comment? Est-ce que tu peux nous raconter, nous faire voyager un petit peu dans... Alors, dans ton agenda, c'est un peu prosaïque, mais je trouve que c'est aussi assez révélateur de, ouais, de comment tu t'organises, quoi. Euh, En fait, je pense que je suis quelqu'un à la fois très organisé et très chaotique et très désorganisé. Et je compense. J'ai envie de penser que je suis organisé. Dans la réalité, je ne le suis pas tellement. Et je compense cette désorganisation par comment dire, un surplus de travail, ce qui est pas forcément Mm. bon, hein, tu vois. Mm. Mais je suis pas en train de vous dire c'est ça qu'il faut faire. Euh, Ma semaine, alors j'ai cru à un moment, je sais pas comment toi tu fais. euh, Encore une fois, je viens pas dire c'est moi qui ai raison, mais je n'arrive pas à compartimenter. Alors certes, dans ma casquette uncut, dont toutes d'ailleurs les casquettes, j'ai des moments qui sont calés dans ma semaine. Par exemple là, normalement, je devrais être en product story committee avec mon équipe uncut. Mm. Euh, J'ai aussi un comité que j'appelle Earth, Wind and Fire avec mes deux cofondateurs, puisque moi je suis le Fire, un autre est le Earth et un autre est le Wind. Et donc voilà, j'ai des moments comme ça. Et puis j'ai le Town Hall de Uncut le jeudi matin où on passe toute l'équipe ensemble 2 heures. Mm. Ça, c'est mes moments qui sont calés dans mon agenda auxquels Ça, c'est normalement je n'ai du pas le droit de déroger. management, on va dire. Ça, c'est des moments que je peux retrouver, moi, dans mes activités bah, médias, avec le comité média du board, ou bien collectif, avec le collectif Fleet, parce qu'on a beau être un collectif, c'est pas une vraie entreprise, mais il y a quand même des moments de rencontre, il y a des moments de gouvernance aussi. Donc, il y a une routine managériale. OK, donc ça, c'est calé, Ça, c'est intéressant. calé. Donc ça, il y a à peu près 20% de mon temps hebdo qui est calé, quoi. Tu vois. Et OK. après, les 80%, c'est très, très, très opportuniste. Alors, OK. Silicon Carnet, c'est très inspirationnel. C'est-à-dire qu'il y a des sujets qui vont me heurter, qui vont me faire réagir. Et là, tout d'un coup, je vais trouver du temps. Je vais bloquer 4 heures pour bosser sur ce truc-là, travailler mon émission, etc. Ça peut être le lundi, ça peut être le mardi, ça peut être à 10 heures du matin, ça peut être à 3 heures du matin. Mm. C'est vraiment là-dessus, c'est très inspirationnel. Je pense qu'il y a beaucoup de Mm. créatifs qui Oui. vont se retrouver là-dedans. Quant à l'inspiration, il faut pas la lâcher. Et donc, il faut être en capacité à se offrir une plage et dire aux gens qui sont autour de toi, non, là, je suis pris, je suis dans un tunnel. Je suis dans un tunnel créatif. Je le sens, c'est maintenant. Il faut que ça sorte maintenant. Moi, j'écris toutes mes émissions. Mes émissions sont entièrement Je me rédigées. reconnais complètement. Je trouve que c'est un peu dur justement pour l'entourage parce que c'est le moment. Enfin, tu vois, moi j'ai 2 enfants, 3 ans et demi et 1 an et demi. J'ai mon mec qui est salarié. Tu vois, en fait, c'est des moments où ça vient C'est en très, très dur. conflit avec la vie normale des autres. Mm. Et en même temps, j'ai remarqué que moi, c'était des moments super motivants de ma nouvelle vie. C'était des moments de flow. Et un jour, j'ai fait une expérience, tu sais, je compte mon temps dans Toggle pour voir où il va, parce que pareil, c'est un peu chaotique. Et j'avais mis hashtag créatif, je crois, dès que j'étais dans des phases de création. Et en fait, évidemment, je te le donne en C'est mille, quoi le résultat? bah, les moments de bonheur, en fait, c'est Ouais. pas forcément Non, en c'est heures, 5 ou 10%. bah, c'était complètement corrélé au moment créatif. C'est-à-dire qu'une semaine avec zéro créatif, pourtant j'aime bien faire du business et tout ça, mais ben, j'étais pas aussi contente, alors que des moments où je fais pendant 4 heures, j'écris un article sur les DAO, ou alors je monte un vlog ou un podcast, là c'était créatif ou un Mm. peu artisanal. Donc moi, j'ai remarqué qu'il me faut des temps comme ça et que je peux pas faire de sprint sans aucune création, quoi. Ouais, et je suis d'accord avec toi. Donc c'est le terme de flow, il est très bon, quoi. C'est exactement ça. Mm. T'es dans un flow, et après il faut que ton entourage il comprenne ça. Moi, ça fait 26 ans hein, que je fais ça, que je suis comme ça. Donc ils ont compris. Hein. Ils se font pas trop d'illusions, quoi. Tu vois, ils savent très bien que bon, on peut pas trop compter sur lui, quoi. Tu vois. Ouais, je pense Et que quand ta fille de 3 ans prend ton écran d'iPad et qu'elle fait
Me dérange pas, maman, je fais un podcast. Je pense Ouais, elle compris. voilà, elle fait comme toi, quoi, en fait, quoi. Donc, exactement. Donc voilà. Donc ça, c'est les moments de créativité. Ils peuvent survenir à n'importe quel moment. Il faut juste que j'arrive à trouver une plage pour les contenir et laisser le flow se passer. J'ai pas de attention deficit disorder. Je suis capable de bosser 4 heures sur un truc avec de la musique et être super concentré, mais parce que j'ai une formation universitaire. Je pense que ça m'aide énormément. Et après, j'ai des moments de. Alors oui, j'ai un autre truc aussi, c'est que sur la partie investisseur, c'est très opportuniste. Donc tu vois, j'ai des trucs qui sont très organisés, j'ai des trucs qui sont très créatifs qui viennent quand ils arrivent. Puis il y a des trucs qui sont très opportunistes, c'est-à-dire que la partie investisseur, j'ai un deal flow naturel, et donc grosso modo, des gens m'envoient leur dossier, je les lis très très rapidement, je passe généralement 2 minutes à lire le premier truc, et si ça me touche, si je sens qu'il y a un truc, j'envoie mon agenda, mon calendrier, et mon calendrier il est ouvert, et donc les gens posent des slots pour me pitcher leurs projets ou des startups que j'ai dans mon portefeuille qui ont des questions et qui ont envie de m'en parler, etc. Et donc, du coup, je me lève le matin et je découvre un petit peu, tiens, j'ai 4 meetings aujourd'hui que je ne connaissais pas la veille, quoi. Donc, je suis obligé de m'adapter, en fait, à ça parce que je suis un peu self-service. Alors, c'est contenu dans mon agenda, les horaires sont très... tu peux pas poser un truc à 3 heures du mat, il y a des plages. Mais donc, il y a ça aussi, il y a un côté un peu serendipity. Donc, il y a des trucs très organisés, planifiés. Il y a des trucs qui adviennent de façon créative, et puis il y a des trucs qui se posent spontanément, inopinément dans mon agenda, sur lequel c'est à moi de m'adapter en fait à ces moments-là. Et tout ça, occupe une dizaine d'heures par jour, quoi. Ouais. Ok. T'as des outils, des trucs particuliers ou là, comme tu m'en parles, j'ai pas l'impression que non, j'ai un agenda, j'ai une boîte mail, j'ai un Notion, et puis c'est à peu près tout, quoi. Et un Discord pour mon équipe, quoi, tu vois. Non, mais c'est assez cool de voir ça aussi parce que tu vois, je vois beaucoup d'entrepreneurs aussi. Des fois, ça me désole ou alors c'est juste pas mon mindset, mais passer beaucoup de temps à tout organiser, à tout segmenter, à mettre de l'automation partout. Et je me dis, ah bon, est-ce qu'il y a besoin d'un tel degré de sophistication? Enfin, tu vois. Mais tu sais, à partir du moment où tu as accepté le fait que tu vas bosser 14 heures par jour, tu vois, à quoi ça sert d'organiser de toute façon, voilà, quoi. Moi, là où vous me voyez là où je suis, là, je passe minimum 12 heures par jour ici. Donc, je pense que c'est une question que je pose, c'est est-ce que les gens qui s'organisent excessivement ne se sont pas finalement n'ont pas forcément accepté le fait qu'ils allaient être complètement esclaves de leur truc. Parce que la réalité, c'est que tu es esclave du machin. Est-ce que les esclaves s'organisaient? Je ne pense pas que les esclaves s'organisaient, tu vois. Ils étaient, voilà, quoi. Et le seul truc qu'ils organisaient, c'est leurs 6 heures ou 8 heures de sommeil, quoi, tu vois, parce que, voilà. Et c'est assez brutal, hein, ce que je dis là. Le work-life balance, j'en ai un, mais il est précaire. Justement, parle-moi de ça quand même. On parle beaucoup de mental health. Tu avais fait, toi, un épisode sur le burn-out de l'entrepreneur. Je pense que le multi-entrepreneur, il est encore plus sujet. Enfin, je pense, à moins qu'au contraire, tu me dises que non. Au contraire, on mitigue le risque. Donc, on a plus d'activité plaisir qu'un entrepreneur focus un peu relou sur un seul projet. Je sais pas, c'est quoi ton avis là-dessus? Est-ce que le solopreneur est plus sujet au burn-out? Et toi, tu fais quoi pour ta santé mentale? Moi, c'est évident. Je pense que le solopreneur, il est par définition très seul. Et donc, alors, qu'est-ce que je fais et je le fais depuis que j'ai fait cet épisode sur le burn-out. Il y avait cette astuce dont je parlais tout à l'heure, qui est de créer des personnages. Et ça m'aide énormément parce que quand tu as plusieurs activités, tu deviens un peu schizophrénique. Tu es obligé de faire aussi des choses. Et tu as besoin de te protéger qui tu es toi personnellement. Donc moi, je suis Carlos. Bon, ça, c'est une identité que je compte. Maintenant, j'ai 5 ans. Je vais avoir 50 ans bientôt. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je sais surtout qui je ne serai pas.
plus que je découvre encore des choses sur ce qui je suis, mais je sais qui je n'ai pas envie d'être, etc., etc. Et puis après, j'ai d'autres activités comme celle du podcast ou celle d'investisseur. Et donc, je me suis créé des personnages à qui j'ai donné un nom, qui ont aussi un âge qui peut être différent du mien, d'ailleurs, et qui ont une certaine personnalité, une certaine façon d'appréhender les choses. J'ai écrit tous ces personnages. Et quand je rentre dans la peau de l'investisseur, quand je rentre dans la peau du gringo, quand je rentre dans la peau de l'entrepreneur uncut, j'utilise ce persona. Un peu comme, tu sais, les artistes, ils ont, tu vois, par exemple, un David Bowie avec plusieurs personnalités, il y a eu plus de 27 personas, ou Beyoncé aussi, quand elle a cette jeune fille qui chantait dans les églises et qui avait envie de s'épanouir. Je crois qu'elle lui avait donné un nom, je me rappelle plus D'ailleurs, il y a pas longtemps, elle a dit que ce personnage était fini, etc. Et qu'elle s'était débarrassée de cette identité. Mais ça m'aide énormément sur la partie mentale, parce que ça me permet de cloisonner, et il y a des choses qui arrivent au gringo, il y a des choses qui arrivent à d'autres personnages qui du coup n'affectent pas Carlos. Donc, je les ramène pas à la maison, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Alors, il faut arriver à vivre avec ces différentes vies. Et ça, sur la santé mentale. Donc, par exemple, mon personnage d'entrepreneur, c'est un mec qui, effectivement, a décidé de bosser l'intégralité de sa vie, tu vois, d'être dédié à ce projet, d'être vraiment un missionnaire, etc., etc. Le gringo, pas du tout. C'est pas du tout, c'est une mission, quoi. Tu vois ce qu'il a, etc. Donc, Écoute, ça me intéressant, permet de... je rebondis parce que j'ai pas un dilemme, mais c'est vrai que j'ai l'impression que le solopreneur, je sais plus avec qui je parlais de ça, de la marque personnelle, voilà, la plateforme de marque, peut-être avec Guillaume, justement. Est-ce que la marque personnelle du solopreneur, c'est ses produits ou c'est lui? Et j'ai l'impression que le solopreneur, ça le touche encore plus directement quand il a des écueils ou des échecs, parce que il incarne à fond son business, alors que toi, à côté, avec le multi-entrepreneuriat, tu arrives à compartimenter et à faire en sorte que si dans ton portfolio, il y a un asset qui est touché, bah, ça déstabilise pas l'ensemble. Exactement. Parce que tout n'est pas... En fait, tu te rappelles, un jour, on avait une discussion ensemble. Moi, il y a plein de gens qui me disent, mais alors, ok, tu fais ça, mais ça, tu le fais on the side. Et au bout d'un moment, je savais plus répondre qu'est-ce qui était on the side. Et en fait, je suis arrivé à la conclusion que tout est on the side. C'est moi qui suis au centre. Donc, Carlos, il est au centre. Et ces projets, on me les a pas imposés. C'est moi qui les ai choisis. C'est moi qui ai décidé de les faire. Et je les ai posés sur le côté. Et je les ai mis sur le côté, et puis ils sont liés les uns aux autres, ils ont un lien entre eux, et leur dénominateur commun, c'est moi. Donc tout est on the side. Et donc du coup, si en plus je leur donne un persona, une identité à part, ce sont des satellites. La seule chose qui pourrait arriver, qui pourrait faire exploser tous ces projets satellites, c'est si c'est moi au centre qui ait un problème. Ce qui peut arriver, je peux avoir un problème de santé, je peux avoir un problème familial, je peux avoir des trucs comme ça, ce qui ferait exploser tous les satellites. Donc je pense qu'il faut préserver cette persona, c'est-à-dire moi, etc. Mais après, que le gringo en ait marre et qu'il ait plus envie de faire Silicon Carnet parce que ça le fait plus rigoler, etc., machin et rien, bah, voilà, quoi, un satellite peut mourir. La Lune est un satellite de la Terre qui est une planète qui ne sert à rien, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais elle est toujours là, elle a existé, mais elle est morte. Donc voilà. Et après, on peut rajouter des satellites, et ça, c'est pas tellement gênant. Mais ouais, si vous commencez à vous dire que vous au centre, c'est vous que vous exposez vous au centre. Bah là, ça peut être super dangereux, parce que si c'est Carlos qui se sent affecté, bah, tous les autres satellites vont en hériter, quoi, tu vois. Écoute, intéressant. Alors justement, tu m'envoies dans la dernière partie déjà de l'entretien, ça passe vite. Je sais pas ce que tu en penses, toi, à l'heure du petit déjeuner. Mais donc la partie un peu philosophique, on va finir comme ça. Si vous avez des questions pour Carlos, posez-les dans le chat, c'est le moment. J'en avais reçu quelques-unes aussi, je vais les poser. Alors, sur la partie philosophique, pour un peu finir un peu là-dessus, j'ai plusieurs questions à te poser, un petit peu plus rapides, voilà, un peu plus fun aussi. On connaît ton sens de la formule. Est-ce que tu as envie de dégommer un mythe autour justement de cette notion de solopreneur?
Dégommer un mythe. Ah, c'est intéressant. Euh, j'ai envie de dégommer le mythe que ce qui m'intéresserait, c'est de montrer que moi, je pense qu'on va dans un monde où tout le monde va être quelque part une sorte de solopreneur. Euh, je pense que tout le monde doit développer une activité, puisque justement, puisque les choses sont on the side, tout le monde peut créer quelque chose on the side. Et d'ailleurs, c'est pas nouveau, ça existe déjà. T'as plein de gens qui sont très impliqués dans la vie associative, par exemple, qui ont un métier, peut-être qu'ils les font chier d'ailleurs, quoi, mais qui ont besoin d'avoir cette activité parce que c'est comme ça qu'ils gagnent leur vie, c'est euh, c'est ce qui leur apporte leur salaire, etc., etc. Donc je pense que on rentre dans un monde où tout le monde peut créer une activité parallèle et être dans ce multitasking, quoi, en fait, avec multi-projets, avec différentes personnalités. Je pense que, tu vois, le mec qui bosse à la poste, derrière le guichet, il a aussi une sorte de personnage, et quand il va travailler, je sais pas moi, pour les Restos du Cœur ou la Croix-Rouge ou j'en sais rien à côté sur son temps libre, je pense que c'est une autre personne, quoi, tu vois, c'est une autre personnalité, etc. Donc je pense que j'aimerais bien dégommer le mythe du travail, du CDI, qu'on prend, auquel on doit absolument allégeance et qui nous empêcherait de faire d'autres choses à côté. Et je pense que tout le monde peut faire plein de choses à côté. On peut vendre du fromage de chèvre sur les marchés le samedi parce qu'on a 10 chèvres dans son jardin. C'est une activité et ça c'est génial. Et je pense que tout le monde peut créer ces sortes d'activités parallèles. J'aimerais aussi un des mythes aussi, c'est de comprendre que on se nourrit de plusieurs nutriments pour être heureux. On a besoin, bien évidemment, de gagner de l'argent parce que on a des factures à payer et qu'on a des responsabilités. Mais on a besoin aussi d'un nutriment social, c'est-à-dire qu'on a besoin de. Et souvent, quelquefois, notre travail nous apporte ce salaire, mais on n'a pas le nutriment social nécessaire. Donc, c'est pour ça aussi qu'il est absolument nécessaire d'aller créer d'autres activités. Elles sont pas forcément capitalistiques, hein. Ça peut être travailler dans Typiquement, une le association. podcast, je pense que ça crée un lien social énorme. Enfin, je pense que tu trouves ça aussi. Enfin, tu vois, Ouais, un peu comme absolument. moi. Et alors, ça, c'est le troisième nutriment, qui est un nutriment intellectuel. Donc ça, moi, je le trouve dans Silicon Carnet. Donc, si je prends ces trois nutriments qui sont l'argent, et je le dis pas de façon péjorative, le nutriment social et le nutriment intellectuel, trouvez votre mix, parce que c'est très difficile de trouver un projet professionnel qui va vous apporter ces trois nutriments. Et je pense beaucoup de gens cherchent un peu le mouton à cinq pattes et se disent, il faut que je trouve un boulot qui me paye bien, avec qui je vais travailler avec des gens super intéressants que j'adore et qui en plus intellectuellement va m'enrichir. Bah ça se trouve vous allez chercher pendant très longtemps. Donc Mais peut-être tu qu'il faut sais, arrêter de chercher ça, quoi, en fait, c'est quoi. comme ce qu'on évangélise, nous, auprès des employeurs, avec Fleet, par exemple, en disant, bah, arrêtez de chercher le mouton à cinq pattes aussi dans vos recrutés, dans Mm, vos recrues, quoi. Parce mm. qu'en gros, le mec à la fois loyal, mais performant, et qui a toujours des nouvelles idées, et enfin, tu sais, qui combine tout, bah, c'est Bah peut-être il pas va tout de monter suite. sa boîte, hein. Peut-être que ton équipe, faut qu'il y ait des gars loyaux, sympas, et qui sont fidèles, que de Ouais, temps en temps, tu prennes un freelance qui te met un petit coup de pied à la fourmilière, c'est tu vrai. vois. Mm. Voilà. Ok, Et il faut accepter aussi que les gens passent. Et c'est pas grave. C'est-à-dire que bah tu peux. C'est pas une question d'utiliser les gens, mais tu rencontres, tu combines. Il y a des sortes de flash organization comme ça qui sont super intéressantes. À certains moments, tu as besoin de certains profils avec certains trucs et de savoir comme ça recréer ces organisations sans cesse. Bah voilà, quoi. tu as un concept en tout cas de complément alimentaire. On nous dit vive le multi-potentiel, multi-entrepreneur et le Multivitamines, multi-nutriment. multinutriments, multipotentiel, multi-entrepreneur. Ouais, mais c'est exactement ça. C'est ces trois nutriments dont je parle qui sont Hmm, économiques, intellectuels et sociaux. C'est un peu de la vitamine A, B et C, quoi. Tu vois, on a hmm. besoin des trois, quoi. Et une question, Carlos, toi, tu te sens comment? Solo ou tu te sens membre d'équipe? Parce qu'en fait, tu es membre de plusieurs équipes, mais en même temps, tu es assez solo sur certaines de tes activités. C'est quoi ton feeling là-dessus?
Je pense que je suis très entouré de gens. Au final, je suis très entouré de gens, que ce soit dans que j'ai une équipe. Sur Diaspora, j'ai un partenaire, Marvin, qui est américain, avec qui je m'entends super bien. J'ai aussi Axel, qui est un petit jeune qui nous aide Mm. sur Diaspora. Sur Silicon Carnet, j'ai toute cette communauté de l'Hacienda. Mais il y a beaucoup de monde, mais au final, tu te sens un peu seul quand même, quoi, tu vois. Et alors après, je pense que si cette solitude, elle est dérangeante, si elle te t'handicape, bah, c'est que t'es pas fait pour ça. Parce que je pense que moi, j'aime bien aussi Mm. me sentir quelque part seul. Super. Euh, voilà. Ça me dérange pas, tu vois, je suis très entouré, je travaille avec beaucoup de monde, mais la solitude ne me fait pas peur. C'est-à-dire que ces moments seuls, souvent le soir, mais moi je travaille beaucoup la nuit. Euh, la nuit, c'est un temps qui est absolument magique, qui a pas de rendez-vous. Mm. C'est le temps des rêves. Voilà, donc c'est du rêve éveillé, quoi, en fait. Euh, Bah, cette solitude, elle me plaît énormément, quoi, tu vois. Mm. Et je pense que des fois, quand t'es dans des postes, voilà, on te demande justement, il faut que tu travailles en équipe, machin, nanana. Moi, j'ai pas envie de travailler en équipe, quoi. J'ai aussi envie de travailler tout seul et de me sentir seul. Plus sain sur la solitude. Et en fait, tu vois, je pensais pas pour rien que j'avais créé le board et que je l'avais appelé le board. Parce que quand j'étais membre d'un board, Mm. ça me, ça me pesait un peu l'idée de devoir toujours se voir, toujours être amis, toujours, tu vois, les Ouais. mêmes personnes Mm. pour lesquelles j'avais beaucoup de respect au demeurant, ça n'empêche pas. Alors Bien que sûr. là, avec le board que j'ai créé, qui est donc virtuel, mais à possibilité d'AirPod, enfin voilà, tu te connectes, écoutes qui tu veux. Il est aussi à géométrie variable, quoi. Toutes les semaines, j'ai une nouvelle personne. Je réinvite pas les mêmes personnes toutes les semaines. Et ça me permet de me sentir entourée, mais pas, tu vois, pas prisonnière tout le temps du même clan ou du même groupe, et de pouvoir avoir cette diversité. C'est ce que j'aime bien aussi dans les communautés. Je trouve que ça bouge plus qu'un truc statique. Donc, En fait, je vous invite vraiment, et je le dis souvent, c'est un conseil que je donne souvent, je vous invite vraiment à relire Le Loup et le Chien de La Fontaine. Et vraiment, pour moi, c'est un texte qui est incroyable pour les entrepreneurs. mm, Euh, je pense que l'entrepreneur, qui soit solo ou pas, c'est un loup. C'est quelqu'un qui n'a pas de chaîne, qui n'a pas la pâtée tous les jours, qui n'a pas véritablement de maître. Et ça a un prix énorme, hein, qui est le prix de... Tu bouffes pas tous les jours, t'es tout seul dehors, t'es sous la pluie, et t'es face à ces grands espaces, etc. Mais ils t'appartiennent tous et rien ne t'appartient en même temps, en fait, quoi. Donc, t'as cette liberté absolument incroyable. Mais il n'y a pas la trace du collier. Écoute, excellent. Alors, je regarde si on a des questions. On arrive déjà à la fin. Carlos, attends, j'ai pas vu le temps passer. Tu avais un rythme bien apaisé là le matin. Je pense que tu n'enregistres pas tes épisodes au même moment de Silicon Carnet, si? Hier, j'ai eu une Souvent soirée le un soir. peu arrosée, pour être tout à fait vrai. J'ai un ami investisseur dans la Silicon Valley. Je suis rentré et j'ai fait un live avec PPC pratiquement dans ma voiture en rentrant de cette soirée. J'ai pas réécouté, ça se trouve, j'étais complètement bourré. J'ai bossé hier. J'ai bossé après le live de PPC. Je me suis couché et je me relève et je me lève avec toi. Non, je sais pas. Et De salle puis des ambiances. j'ai l'impression, tu sais, Flavie, moi je t'adore et maintenant on commence à se connaître un peu. J'aime bien réfléchir avec toi. Tu vois, là, je suis pas du tout je suis pas venu vendre un truc ou quoi que ce soit. Donc, je Mm, réfléchis, je suis calme, hein. Tu sais, mm. je suis peut-être une autre personnage, voilà. C'est pas le gringo. Non, mais Le gringo, c'est. il est complètement, déluré, il est no bullshit, il est à fond, Mm. et voilà. Non, mais c'est intéressant. Alors, je me T'as rends compte. invité Carlos. T'as pas Ouais, invité le ouais, gringo. c'est vrai. On n'aura pas le temps forcément de répondre à tout, mais de toute façon, tu es là, tu es dans les parages, on pourra faire des volumes 2, des volumes 3. Alors, ce que je voulais faire quand même, c'était Ah, vous c'est donner vachement bien fait. Dis donc, le t'es mot de forte, hein. passe Ouais. pour le NFT de Carlos. Donc, évidemment, le mot de passe, tout en minuscule, le Gringo Show. Parce qu'évidemment, on te connaît pas mal sous ton avatar du Gringo si on écoute Silicon Carnet. Donc, Yes. flashez le code, allez récupérer le NFT, c'est facile. Et puis voilà, comme ça, vous l'aurez. Et puis après, on vous tiendra au courant dès qu'on peut, hein, Carlos, du tirage au sort, tout ça.
Pour finir, on va regarder si on a des questions. Qu'est-ce que je voulais te poser comme question encore? Si, quand même, parce qu'on n'a pas parlé de Web3 et tout, mais ça faisait partie de mes questions un peu quand même sur ton business et tout ça. Quel signal faible tu penses que tu avais vu avant tout le monde un peu? Parce que quand voilà, tu es multi-entrepreneur, tu as vu des choses, tu as décidé intentionnellement, parce que Covid, parce que Web3, de t'engager dans certaines thématiques. Est-ce que tu peux nous faire partager un petit peu ton radar? Pour moi, le Web3, il est fondamental. Le problème, c'est le temps que ça va prendre pour que ça s'impose. Mais c'est pour moi une vague de l'ordre d'un tsunami, comme j'ai pu en ressentir au début de ma carrière quand j'ai vu Internet arriver, ce Web 1, quand le mobile est arrivé, quand le Web 3 est arrivé. Je me suis dit, ça va changer plein de choses. Le signal que moi j'ai vu, c'est que je pense qu'on est arrivé à la limite du modèle du Web 2 avec ces plateformes centralisées qui aujourd'hui, on le voit bien, ont un modèle économique qui est essentiellement basé sur la publicité et qui les oblige forcément à avoir des algorithmes qui favorisent leur modèle économique, et c'est normal. Et je pense que les gens aujourd'hui ont envie de reprendre le contrôle. Et aujourd'hui, on a une technologie avec la blockchain qui n'est pas faite pour nous rendre plus riches, mais qui est faite pour nous rendre plus libres. Là, ce qu'on est en train de fabriquer avec Uncut, qui est absolument génial, je trouve, c'est de créer un réseau social qui est basé sur ce que tu possèdes dans ton wallet. C'est-à-dire que la connexion et la proximité avec les gens est déterminée par les NFT que tu possèdes dans ton wallet et pas par l'algorithme central d'une plateforme, qu'elle soit Uncut, Facebook, Instagram ou LinkedIn. C'est-à-dire que c'est pas la plateforme qui détermine ce que tu devrais regarder, ce que tu devrais voir. Mais par exemple, si j'ai un NFT du board, je vais recevoir des messages du board. Si au bout d'un moment les messages du board m'emmerdent, j'ai qu'à revendre mon NFT. Donc ça veut dire que l'algorithme, c'est moi qui le maîtrise par mes possessions, par mon wallet et par les NFT que j'ai. Je pense que les NFT sont des éléments, sont des cartes d'identité. Sauf qu'elles sont multiples, et donc plus tu prends de cartes d'identité, si j'ai beaucoup de NFT du board, ça veut dire que je m'intéresse énormément au board. Donc il faut que dans le flux d'update que je reçois, le board soit très présent. Mais si j'ai un board ape, la communauté aussi, tu vois, c'est ses possessions. Et je pense qu'on va arriver dans un monde, toutes nos possessions auront un jumeau numérique, NFT. Je suis propriétaire d'un Thermomix. J'aurai le NFT du Thermomix avec le modèle en question. Ce sera peut-être d'ailleurs ma garantie, mon manuel d'utilisation. Mais la possession de ce NFT va me mettre aussi ça veut dire que j'aime la cuisine, que j'aime cuisiner, des trucs comme ça. Et donc, cette possession, ce NFT Thermomix dans mon wallet doit déterminer aussi des updates qui me viennent d'autres propriétaires de Thermomix comme moi. Donc voilà, c'est ça ce que je vois. Et voilà. Donc, je pense que cette grande tendance, c'est la reprise du contrôle de l'algorithme. Je pense que ça, c'est nécessaire à la fin de la pensée structurée et du modèle centralisé. C'est ça ce que je vois. Ok. Waouh, écoute, on finit sur une touche bien philosophique. On a pas mal de questions, on répondra aussi dans le chat, on vous proposera d'autres rendez-vous. Moi, j'ai mon petit NFT de chat, son jumeau numérique, enfin non pas numérique, mais dans la vraie vie qui arrive là pour squatter le live, donc on va devoir mettre fin. Mais en tout cas, Carlos, c'était un plaisir de t'avoir pour le solo show. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt dans les prochains épisodes, dans les prochains lives, dans les prochains épisodes médiatiques, le board ou Silicon Carnet. Un petit mot de la fin, Carlos, avant qu'on se quitte? Envoyez les photos de vous sur les planches de surf, quoi, en fait, avec Flavie, quoi, en fait. Faites-nous rêver, quoi. Et la prochaine fois, tu feras une retraite à SF, tu venais faire du surf à SF. Ah carrément. Ouais, Santa Cruz. Une petite retraite en plus inspirationnelle en mode échange avec des solopreneurs US-based qui vont nous donner tous leurs tips pour être des super solopreneurs. Ça me plaît trop. Merci pour l'inspiration, Carlos. Merci à tous d'avoir été Merci à vous. Allez, bye bye. C'est super, je vous embrasse. Bye.